Alors, guys, actuellement, on va parler d'une tragédie, une remise en question et beaucoup de choses, que ce soit concernant la religion, que ce soit concernant l'immigration, que ce soit concernant les situations des pays africains, comment la gestion est faite. On y va du côté de Massachusetts, il y a eu une tragédie qui s'est passée. Une histoire qui fait froid dans le dos. Imaginez un homme de Dieu, ok? Un homme de Dieu qu'on dit. Habituellement, c'est quand ça va pas dans nos vies, quand on a besoin de prière, on a besoin de réconfort, on se tourne vers eux. Actuellement, c'est un prêtre qui a consacré plus de 20 ans de sa vie à parler d'espérance, de foi et de courage. Et pourtant, quelques jours après avoir appris qu'il devait quitter les États-Unis pour retourner au Nigeria, il a décidé de mettre fin à ses jours. Lorsqu'une personne qui répète pendant des mois qu'elle a peur de rentrer chez elle, elle finit par mourir après avoir reçu l'ordre d'y retourner, une question dérangeante se pose. À quel point faut-il être désespéré pour que le retour dans son pays soit vécu comme une menace insurmontable? Donc, ça veut dire, peu importe la foi qu'il a, peu importe les passages de la Bible qu'il connaît, il a fait, tant qu'à retourner au Nigeria, j'aime mieux terminer avec ma vie ici aux États-Unis. Et comme il s'est dit, le Nigeria, c'est l'enfer. Donc, tant qu'à aller en enfer, j'aime mieux mettre fin à ma vie dans le paradis américain. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler du père Benjamin Madou, on va parler de la peur, de l'insécurité, de la santé mentale et surtout de ce que cette tragédie révèle sur la confiance que beaucoup d'Africains ont ou non plus envers leur propre pays. Parce qu'avec tous les dirigeants, on entend l'histoire des dirigeants, comment tout est géré. Des cas comme ça, c'est beaucoup plus commun. Et puis on comprend que maintenant, on est dans une vague que beaucoup de pays veulent reprendre le contrôle, veulent reprendre leur contrôle de leur pays parce qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller, il y a eu beaucoup de désordre. Malgré tout, malheureusement, quand on vous dit, il suffit que un certain minimum de groupes, certaines personnes font le désordre pour que ça entache l'ensemble de la population. Vous disiez, mais moi, je ne fais rien de mal. Toi, peut-être, tu fais rien de mal, tu t'es bien comporté, tes papiers sont à jour. Mais il suffit que ton voisin ou quelques nombres de personnes qui ont la même couleur que toi, qui viennent peut-être de la même région que toi, qui font le bordel, qui font n'importe quoi, ça entache, ça bloque, ça ferme les portes pour vous toutes. C'est une histoire de communauté. C'est-à-dire que oui, c'est une histoire de communauté qu'on doit maintenant se prendre en compte. Quand tu vois des fois quelqu'un qui te ressemble, qui fait le bordel, qui fait n'importe quoi, tu dois le reprendre. Hey, fais attention, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, des fois, tu es dans le transport en commun, tu vas voir quelqu'un qui s'amuse à pas, il paye pas. Il paye pas de ticket, il passe toujours les passes comme ça. Ça a l'air drôle sur le coup, mais c'est pas drôle. Parce qu'à force de faire ça, mais il y a de l'argent. Eux autres, quand ils regardent l'achalandage et puis voient l'argent qui rentre, ben, qu'est-ce qu'ils font? Bon, on va augmenter. Tu sais, parce qu'on a beaucoup de consommation, plus il y a du monde qui vient, mais plus on a besoin de dépenser plus d'argent, mais on n'a pas l'argent qui rentre, mais on augmente pour les utilisateurs. Après, quand on voit des augmentations se faire, nous qui payons, ben, ça nous énerve, ça nous pénalise. Mais c'est encore une fois, c'est à cause d'une minorité qui touche la majorité. On est chez la Doha, it's about everything. On pratique le discernement parce qu'on en a besoin et on n'est pas né avec. On y va sans perdre. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Donc, le père Benjamin Okwi Madou avait 54 ans. Originaire du Nigeria, il servait depuis plusieurs années dans le Massachusetts comme prêtre et aumônier hospitalier. Son visa religieux arrivait bientôt à expiration. Son diocèse lui avait demandé de rentrer au Nigeria afin d'occuper une nouvelle affectation. Est-ce que l'affectation c'était pour rester au Nigeria ou on allait l'envoyer ailleurs? Je ne sais pas. Mais selon plusieurs témoignages, il répétait depuis longtemps qu'il craignait de retourner dans son pays. C'est-à-dire que lui,
il peut être prêtre, il peut parler de l'amour de Dieu, mais jamais il va pouvoir parler de l'amour de Dieu dans son pays, le Nigeria. C'est l'enfer. En tant que tel, dans sa nature, c'est ça qu'il dit. C'est l'enfer. Il n'y a pas de Dieu dans ce pays-là. Limite, c'est ça. Quelques jours après son décès, il aurait même été hospitalisé après une crise. Quelques jours avant son décès, il aurait même été hospitalisé après une crise de panique. Donc, il avait fait une grosse crise de panique. Et puis, il a été hospitalisé, on a vérifié, on s'est assuré que tout est bien. Il est retourné et c'est arrivé. Son message d'adieu à ses paroissiens expliquait que son départ n'était pas un choix personnel, mais une décision qui lui était imposée. Son décès a bouleversé aussi bien les catholiques américains que nigériens. Certaines organisations estiment que les violences contre le clergé dans certaines régions du Nigeria ont pu contribuer à sa détresse, tandis que d'autres évoquent également les difficultés liées à son statut migratoire. Quand la peur dépasse tout. Ce qui me choque le plus, ce n'est pas seulement cette tragédie, c'est qu'un homme qui connaissait parfaitement son pays ait exprimé à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas y retourner. Ce n'était pas un touriste, ce n'était pas quelqu'un qui lisait simplement les journaux, c'était un Nigérien. Et cette peur semble avoir été prise très au sérieux pour ceux qui l'ont connu. Cela montre à quel point les questions de sécurité peuvent marquer profondément une personne. Que dit cette histoire sur la gouvernance? Beaucoup d'Africains quittent leur pays pour des raisons économiques, d'autres pour étudier, mais certains partent parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Lorsque des citoyens, des médecins, des ingénieurs, des enseignants ou même des religieux disent craindre de rentrer, cela devrait pousser les dirigeants à s'interroger. Pourquoi tant de personnes veulent-elles partir? Pourquoi tant de talents ne souhaitent-ils pas revenir? La réalité de l'insécurité. Depuis plusieurs années, le Nigeria fait face à des enlèvements, à des attaques de groupes armés et à des violences dans certaines régions. Des prêtres catholiques ont déjà été kidnappés et certains ont perdu la vie. Cela ne signifie pas que tout le Nigeria est en guerre, mais cela montre qu'il existe des zones où les risques sont bien réels. Et lorsqu'une personne dit qu'elle a peur d'y retourner, il est difficile d'ignorer complètement cette inquiétude. C'est un fait. La santé mentale, même les religieux peuvent souffrir. Il y a une idée très répandue parce qu'une personne prie, parce qu'elle est prête, parce qu'elle croit profondément en Dieu, on imagine qu'elle est protégée contre la dépression ou l'anxiété. La réalité est différente. Les prêtres, les religieuses et les pasteurs restent des êtres humains. Ils peuvent vivre du stress chronique, ils peuvent être épuisés, ils peuvent souffrir de solitude, ils peuvent traverser une détresse psychologique importante. Cette histoire rappelle que la foi ne rend pas quelqu'un invulnérable à la souffrance psychique. L'immigration et réalité. Cette affaire relance aussi un débat. Que doit faire un pays lorsque le visa d'une personne expire, mais que celle-ci affirme craindre pour sa sécurité en cas de retour? Les autorités américaines appliquent leur loi sur l'immigration. C'est leur pays. C'est pas question que, oui, je veux plus retourner, mais comme, c'est fini, tu peux plus rester chez nous. Les papiers, c'est expiré. Si tu restes chez nous, tu es irrégulier. Pourquoi tu veux rester irrégulier? Eux autres, ils appliquent leurs règles. Peu importe. Ah, mais je peux retourner chez nous, c'est pas sécuritaire. OK. Et puis, ils peuvent décider peut-être de garder, mais ils ont le droit de pas te garder. C'est comme si quelqu'un vient chez toi et la personne dit, ben moi, je vais rester chez toi parce que chez moi, c'est pas sécuritaire. Je ne suis pas à l'aise chez moi, je suis plus à l'aise chez toi. OK. Mais en quoi c'est mon problème? Mais plusieurs associations demandent désormais davantage de protection pour certains ressortissants nigériens. Le débat dépasse donc le cas du père Madou. Pourquoi tant de gens veulent quitter leur pays? On entend souvent « l'Occident est en crise ». Oui, mais malgré les problèmes de l'Occident, même s'il n'y a aucun endroit de parfait, l'Afrique, selon ce que ce prêtre il a laissé entendre, l'Afrique c'est l'enfer. C'est quand il prêche du paradis et de l'enfer, l'Afrique est un continent de l'enfer. Dit aussi simple que ça. On joue avec la Bible, mais il faut complètement aller dans ce fait-là.
Et c'est pour ça que, malgré qu'on peut avoir, tu sais, on vit avec les... Le monde aime mieux dormir sur un pont en Occident, dormir dans un parc en Occident, que de se retrouver en Afrique. Ça en dit beaucoup. Des milliers de personnes continuent chaque année à risquer leur vie pour venir en Occident. Ils prennent encore les petits bateaux, ils sont prêts à vendre toute leur terre en Afrique pour venir tenter leur chance. Pourquoi? Parce qu'elles espèrent une meilleure sécurité, une justice plus prévisible, des perspectives économiques, une stabilité. Cela ne signifie pas que l'Occident est parfait, mais cela devrait pousser les gouvernements africains à se demander pourquoi autant de citoyens rêvent encore de partir. Pourquoi, jusqu'à maintenant, ils perdent leurs ressources. Même quand ils font des compétitions sportives, la plupart, ils sont tous en Occident. Tous les joueurs qui sont là, ils étaient de l'Occident. Il n'y avait aucun qui vivait dans leur pays. Oui, ils avaient leur côté origine, la fierté de l'origine, juste pour garder un peu leur culture, leur identité d'origine, mais ils sont tous en vrai français, ou ils sont dans notre pays. L'Afrique mérite mieux. L'Afrique possède des ressources immenses, une jeunesse dynamique, des entrepreneurs, des chercheurs, des artistes. Le problème n'est pas le continent. Le problème dans de nombreux pays reste la corruption, la mauvaise gouvernance, l'insécurité et des institutions parfois fragiles. Quand ces problèmes persistent, les conséquences touchent directement la vie des citoyens. Ce que cette tragédie nous apprend, cette histoire n'est pas seulement celle d'un prêtre, c'est celle d'un homme qui semble vivre une profonde détresse. Elle rappelle que les décisions administratives, les inquiétudes liées à la sécurité et les problèmes de santé mentale peuvent parfois se combiner de façon dramatique. Il faut éviter, c'est sûr, les conclusions simplistes sur les motivations exactes de son geste, car personne ne peut réduire une telle tragédie en une seule cause. Si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que la souffrance psychologique peut toucher n'importe qui. Que tu sois un prêtre, un médecin, un professeur, un voisin, une sœur religieuse, un membre de votre famille. Quand quelqu'un exprime plutôt une peur intense ou montre des signes de détresse, il est important de ne pas banaliser ce qu'il traverse. Écouter, accompagner et orienter vers des ressources adaptées pour faire une réelle différence. C'est sûr qu'il avait eu une crise de panique, donc il était pris en charge en quelque part. Et puis, il semblait aller bien qu'il est retourné, où il y a le délai qui retourne. Mais lui, plus il réfléchissait, sa peur était là. Donc lui, quand il vivait dans la lumière. Tu sais, il vivait aux États-Unis, à Massachusetts, il vivait dans la lumière, il vivait dans un pays structuré. Et c'est bien simple à dire comme ça, simpliste, je vais le dire. Mais les pays gérés avec une gouvernance noire, africaine, est très mal géré. On se retrouve tous avec des gouvernants, des gens égoïstes qui nous brisent, qui bafouent, qui ne respectent pas les lois. Malheureusement, on peut compter le nombre d'hommes noirs qui ont fait des bonnes choses quand ils étaient au pouvoir. C'est pour ça qu'on se retrouve, quand on va en Occident, c'est parce qu'on va rechercher la stabilité de l'Européen, de l'Occidental. C'est leur stabilité qu'on va rechercher. On a beau critiquer la France, on a beau critiquer le Canada, critiquer les États-Unis, vous critiquez même Trump, mais vous aurez aimé que Trump vienne gérer votre pays. Parce que vous savez qu'il aurait géré votre pays, il aurait fait une bonne job. De tous vos présidents que vous avez, les Sassou, ceux qui les Félix, les peu importe, les machins chouettes, là, les Biya, Paul Biya et tout ça, vous mettez un Trump qui vient dans votre pays, il range le pays, il fait le pays devenir great again. Et je sais pas, on est pourtant humain, on a tous supposé avoir les mêmes capacités, mais quand tu regardes, on n'est pas capable de gérer. On a toujours l'esprit du vol, toujours l'esprit de l'arnaque, même dans les institutions religieuses. Quand tu regardes un pasteur qui va venir pour rassembler le monde, aider, donner la foi au monde, la première chose qu'ils ont en tête, c'est d'arnaquer leurs fidèles, de jouer avec la foi du monde, de venir chercher l'argent, de venir faire le monde fait macaque. Ils prennent le monde pour tourner en rond. Venez mettre dans l'enveloppe 5 000 $. Venez faire ci. Ils viennent rapporter de l'argent et puis ils savent qu'ils vont rien faire. Même dans les choses qui devraient être beaux, ils le font mal. Alors que même quand des fois tu vas à l'église, moi je me rappelle mon église chrétienne que j'allais. Mon église chrétienne que j'ai été baptisée, j'étais confortable dans cette église parce que c'était géré. Le pasteur, maître qui le gère, était un homme blanc.
Et c'est triste à dire comme ça, mais c'était mon esprit de confort. C'est sûr, il y avait plein de cultures qui étaient là, qui étaient autour. Il y a toutes les autres cultures qui sont autour. On mettait le drapeau, il y avait un moment le drapeau de tous les pays qui étaient là. Mais je savais de base, pourquoi j'étais rassurée, c'était un homme blanc qui gérait avec sa femme. Et là, maintenant, c'est son fils qui gère. Mais juste pour vous dire, ça m'a plus rassurée. Et dans cette église-là, tu vois, ils achetaient vraiment les bâtiments, ils ont acheté les bâtiments, il y avait l'école pour les enfants, tu vois, l'organisation, le système, la structure, ils l'ont. Prenez, quand vous devez copier l'exemple de l'occidental, copiez les bonnes choses. Tu vois, dans la structure, même dans les listes de qu'est-ce qu'il faut commander et tout, c'est en ordre. Même quand tu t'arrives dans la salle, tu vois, des petites affaires de jeux qui vont être distribuées pour les enfants, il n'y a personne qui venait avec l'esprit de vol, l'esprit de profit. Oh, laisse-moi en prendre 3-4 paquets, ils vont pas voir. Non, tout le monde respectait le tout. Jusqu'à maintenant, ils organisent encore des choses. Ils ont créé leur application, ils créent ils organisent des choses. Que quand tu arrives là, même si ils peuvent avoir des projets de créer plus, d'organiser plus, mais tu le vois, d'où l'argent, tu peux être satisfait de dire, ok, mais l'argent que je mets s'en va quelque part pour de vrai. Tandis que quand tu arrives dans les églises générées par des pasteurs noirs, c'est triste de le dire comme ça, un petit ventilateur qui est au fond, les chaises, c'est des bouts de chaises broc à ponte qui déchirent tous tes vêtements, toutes tes jambes. Le monde sont là, ils sont plus là pour te regarder, te juger. Tu arrives dans l'endroit, tu es inconfortable. Après, ils sont là, ils te parlent, ils te parlent déjà, ils te mettent le côté « Je suis ton papa, papa. » Toi, tu dois le traiter comme un papa, comme une maman, appeler le monde maman. Et toutes ces affaires-là, c'est... Et même quand le monde, je me rappelle, à l'époque, là, il y avait plusieurs qui m'invitaient dans leur église. Moi, j'étais comme, je peux pas aller dans ton église. Je sais, je vais pas être bien. Tandis que quand cette église-là, j'étais bien, j'étais même, tu sais, partie dans les activités. De temps en temps, j'y vais quand samedi. Mais bref, c'est différent. Il y a même la vie, ils ont même fait un lounge chrétien. Tu vois qu'ils investissent, ils créent des choses. Et puis moi, je regarde, je me dis, le système d'organisation de structure, on l'a pas. On l'a pas, on a trop le système du vol. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé dans notre cerveau. Quand tu regardes les Paul Biya, il peut rester des 40 ans au pouvoir. Il faut rien, il détruit le pays. Tu peux pas penser, je vais rester boss dans un bon leader quand il se rend compte que hey, j'ai fait ma part, je laisse ma part à quelqu'un d'autre. Mais tu restes 40 ans dans le système et tu vois que ça se détériore. Que ça se détruit, tout c'est en détérioration et que toi tu restes et tu veux plus quitter le pouvoir parce que tu veux profiter de l'argent. Tu sais, celui que je respecte, c'est Talon, Patrice Talon du Bénin. Il a fait beaucoup. Il est allé chercher, on ne dit pas qu'il est parfait, mais il est allé chercher des choses. Il est allé chercher, on va rassembler les Caraïbes avec nous. On les rappeler qu'ils font partie de les reconnecter. On va faire leur reconnaissance pour eux. On va faire ci, on va faire ça. Il a dit, quand mon mandat termine, c'est terminé. Pourtant, on aurait été content de le voir renouveler son mandat parce que tellement qu'on a vu des actions, mais il a dit non. Un bon leader, il sait que c'est quand il y a la date de fin. Il y a la date d'entrée et il doit avoir la date de fin. Et puis tu dois, pendant que tu es au pouvoir, tu es en train de former ta relève. Pendant que tu es au pouvoir, en même temps, tu formes ta relève. C'est ça qu'ils font. C'est-à-dire que même quand tu n'es plus là, il y a ton équipe derrière qui travaille. Même aux États-Unis, il y a le président et le vice-président qui doit être nommé. Pourquoi les deux sont ensemble? Les deux viennent ensemble. Ils sont une équipe. Et moi, je te dis, Vance, le vice-président américain, où on parle de Trump, parce que Trump, il est la vedette, il aime parler, mais Vance est encore plus rigide et plus tough que Trump. Moi, je dis, si les lois s'appliquent son source, ça vient du vice-président de Vance. Vance est très tough. C'est pas comme l'autre, là, qui était... Oh, j'ai oublié le nom, c'est là. Dans le temps de Biden, Kamala Harris, qui était très soft comme vice-présidente, elle était très elle glissait toujours sur sa chaise. Elle glissait. Lui dormait parce qu'il était fatigué. On le voyait, il était très fatigué. Et elle glissait toujours. Elle n'était pas capable de bien se présenter. Puis là, elle va reposer sa candidature pour venir présidente. Je sais pas si elle a eu le temps de se pratiquer. Mais elle glissait beaucoup. Elle glissait beaucoup. Sa chaise, elle était assise sur sa chaise et elle était en train de glisser. Mais au moins, il y a une structure qui est faite que tu ne peux pas rester indéterminé.
Le seul système qui est déterminé, c'est le roi, la reine. Mais même en Angleterre, le roi, la reine, ils n'ont plus aucun pouvoir sur aucun des pays. Ils sont juste par côté symbolique, pour côté royauté, ils sont rois et reines. Mais sinon, ils n'ont plus aucun pouvoir dans les histoires, dans les trucs. Techniquement, ils sont supposés avoir un droit de veto, mais utiliser le droit de veto en 2026, ça va être compliqué. C'est pas que ça va être compliqué, ça va faire beaucoup de propagande. Et ça va dépendre vraiment à quel niveau qu'ils vont l'utiliser. Peut-être s'il y a une histoire de guerre, une histoire comme ça, ils peuvent décider d'utiliser leur droit de veto, parce que oui, ils ont toujours leur droit de veto, pour vous laisser savoir. Mais au-delà de ça, chaque pays, chacune de leurs colonies, parce que oui, Canada, techniquement, on est une colonie, on peut se le dire. On est une colonie. Australie, l'Angleterre, je pense qu'ils ont tous les gros pays. Les gros pays de territoire, là, ça appartient tout à l'Angleterre. L'Australie, c'est un super gros territoire avec très peu de population. Canada, c'est un très gros territoire avec aussi... On a un peu plus de population que l'Australie, mais c'est ça. Et même si on a un gros territoire, vous voyez l'immigration, comment ça devient strict. Le système d'immigration, c'est très strict. Parce que on ne veut pas le bordel se faire. Surtout, pourquoi au Québec, par exemple, c'est encore plus strict? Je vous le dis. Pourquoi au Québec, c'est encore plus strict? Parce qu'il y a beaucoup d'avantages qu'ils ont fait pour aider les gens. Et puis, ils ont vu, le Québec, ils regardent beaucoup la France. Et puis, ils ont vu les abus que vous avez fait, un certain groupe d'immigrants, vous êtes venus faire dans ces pays-là. Quand je vous dis, il suffit de la minorité, faites du désordre, faites le bordel pour que maintenant, la majorité paye le coup. Eux autres, ils regardent ça, ils font « Oh! Ils abusent comme ça, ils se retrouvent avec 6-7 enfants, ça n'a pas d'allure, ça! Oh! » C'est pour ça qu'ils mettent leurs restrictions. Le Québec, là, ils savent que vous allez toutes venir. En plus, ils sont dans les provinces francophones. Tout le Canada est anglophone, eux autres sont francophones. C'est sûr, ils savent que vous allez toutes venir. Puis, ils l'ont vu. Vos pasteurs, vous venez faire des ordres. Vous venez pas comme des bons immigrants qui venaient amener la culture au pays. C'est pour ça que les pays commencent à être encore plus stricts, plus rigides. Au-delà qu'ils doivent s'occuper de leurs citoyens. Tu sais, quand tu es citoyen, depuis que nous, ici, depuis qu'on a l'âge de 14-15 ans, on commence déjà à travailler, à accumuler de l'argent. If you didn't know, that's the reality. Dès qu'on a 14-15 ans, pendant l'été, on commence à faire les boulots d'été, ou ce soir, on travaille de caissière, on commence déjà, et puis on commence à faire de l'argent. Sauf quand tu es mineur, ils te retirent pas ton argent. Tes taxes, ils retirent à tes parents par contre. Mais tu accumules. Dès que tu as 14-15 ans, on est déjà dans le système qui nous apprenne à être des citoyens et de travailler. Là, quand vous arrivez dans le système, vous regardez, oh, quand tu ne travailles pas, ils te donnent un chômage. Je vais venir profiter, abuser du chômage. Voilà. L'esprit d'abus. C'est ça aussi. Il y a le gouvernement africain noir qui est mauvais et la population, vous avez le gouvernement que vous méritez. Parce que quand vous arrivez à un endroit, vous voyez, il y a des protections qui sont mises, mais vous ne savez pas pourquoi ça a été mis. Pour protéger les gens. Et vous arrivez juste avec l'esprit de profit. Oh, on a mis des allocations pour aider les familles. Pour que, tu sais, c'est important, la famille, quand des enfants. Vous arrivez tels des cochons, tels des mamans cochons que vous êtes, les femmes. Oui, des mamans cochons que vous êtes. Vous arrivez 6-7 enfants, et puis vos enfants, vous ne travaillez pas, vous recevez l'argent, on va vous dire que vous allez vous occuper de ces enfants-là. Vos enfants, c'est les plus turbulents souvent. C'est vos enfants au service de garde, c'est le temps de dire récupérer. À 7 heures, ça ferme. Le dernier enfant qui reste là jusqu'à 8-9 heures, c'est votre enfant. Pourtant, vous travaillez pas. Mais vous permettez, votre enfant, vous l'avez déposé à 8 heures du matin, vous venez chercher à 8 heures du soir. La personne du service de garde, elle doit justifier pourquoi elle est toujours là. Pourquoi le parent n'est pas encore venu chercher l'enfant. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. C'est triste pour le prêtre Madou. Il avait une communauté avec lui. En plus, il était aumônier à l'hôpital. C'est-à-dire, dans les hôpitaux, quand le monde sont entre la vie et la mort, il vient prier pour eux. Il vient regarder. Mais lui, il savait qu'on l'a dit, tu vas revenir au Nigeria, ton pays de chez toi. Il a tellement mis dans sa tête que mon pays de chez moi, il n'y a aucun espoir. Ça ne sert même à rien de prier pour eux. Ils sont damnés. Ils sont maudits. C'est un pays maudit. Que j'aime mieux me m'enlever la vie, là, maintenant, ne plus vivre que d'aller retourner dans ce pays maudit. Alors que tu regardes aux États-Unis, il y a quoi? Le TPS, le Temporary, chose qu'ils ont mis aux Haïtiens, ils l'ont retiré, ils ont commencé à faire les déportations.
Oui, c'est sûr, on est frustré un petit peu et beaucoup d'Haïtiens sont frustrés. Oh my God, on me retourne. Oh, j'ai pas eu le temps de faire ci. Il y en a beaucoup qui commencent à sortir leur argent aussi. Il y en a dans la peur qui vivent. Est-ce qu'ils ont vraiment déporté ou pas? Mais ils ont commencé à déporter. Je pense qu'il y en a 130 qui sont arrivés. Mais quand ils arrivent, il y en a qui ont été intelligents. Ceux qui sont intelligents, pendant qu'ils étaient aux États-Unis, ils commençaient déjà à envoyer de l'argent chez eux. Ils envoient déjà de l'argent chez eux. Au-delà d'envoyer de l'argent, mais ils ont commencé à envoyer du matériel. Déjà, commencé à construire leur petite maison. Parce que chez eux, ils savent que eux autres, ils sont aux États-Unis, c'est temporaire. Ils viennent travailler. Puis eux autres, c'est comme quand ils arrivent, ils travaillent. Matin, midi, soir. Ils sont pas venus, ils ont même pas pensé de dire, je vais venir, je vais essayer de me marier, faire des enfants, et puis prendre une petite américaine, et puis rester. C'est tout de suite travailler, et faire le plus d'argent possible. Parce qu'ils savent qu'ils ont leur petite sœur, ils ont leur frère, leur mère, leur père, leur grand-mère. Ils ont eux-mêmes, ils ont leur base, leurs amis, parce que c'est très collectif là-bas. On est très collectif. La culture caribéenne, latino, et la culture africaine, on n'est pas le même niveau. Très collectif. C'est-à-dire que oui, on va être un petit peu frustré. En tout cas, il y a la déportation. Surtout si tu t'en vas un petit peu les mains vides. Mais crois-moi, ils vont recevoir leur affaire. Ils vont être d'appeler quelqu'un. Hey, envoie le carton DHL. Envoie-moi assez. Peut-être même, quand ils sortent les choses, il y en a qui sont même préparés. Ils ont déjà fait des conteneurs pour envoyer leurs choses, leurs meubles, leurs choses qu'ils ont accumulées pour les faire venir les rejoindre. C'est parce qu'ils savent que, malgré qu'ils sont aux États-Unis, ils savent que leur pays, c'est où. Même si on dit, Haïti, c'est le pays dangereux, c'est pays ici, c'est pays ça reste son pays. Mais là, tu imagines que lui, ce prêtre-là, il s'est dit que ce pays qui est mon pays, qui est le Nigeria, ça vaut pas la peine. Même pour aller prier, pour aider les gens dedans, il y a des enfants, il y a de l'espoir. Il a dit, même eux autres ne vaut pas la peine. C'est-à-dire, tu imagines l'état du Nigeria dans sa tête, dans l'état du Nigeria actuel, qui veut dire. Après, on dit, venez visiter l'Afrique. On doit réfléchir à quelle Afrique qu'on doit aller. C'est pas toute l'Afrique qu'on peut aller. Parce que là, moi, je regarde, je vois ce prêtre-là, comment il a eu peur du Nigeria. Je suis comme, Même j'ai mes ancestrales peuple Yorubas en moi. Et j'ai peur. Mais je dis à mes ancestrales dans mes gènes, je fais, moi, moi qui aime voyager, je me promenais au Brésil où ce qu'on dit, le Brésil est encore sur la liste rouge en passant, guys. Le Brésil est encore sur la liste rouge. Puis je me promenais comme ça au Brésil en mode en train de boire leur petite limonade. Moi aussi, hein. Mais je suis dans les rues, ça c'est la journée. Quand tu sors de la plage, tu vas à la Copacabana, je me promène avec mon petit limonade, avec mon petit pâté d'une main. Peut-être aussi, il me disait, c'est une Brésilienne, elle est trop à l'aise. C'est sûr, c'est pas une touriste, c'est un machin. Ça doit être quelqu'un de local. Mais bref, même Colombie, Colombie aussi est dans les listes là, dangereuses. Là. C'est un pays, il y a des certaines heures que tu peux, à partir quand avant le coucher du soleil soit là, tu peux pas marcher tout seul dans les rues. Tu vois, il y a même les soldats, tu les vois, les soldats militaires impressionnants, ils commencent à faire leur tournée, se promener. Tellement qu'ils savent c'est dangereux. Mais lui, ce prêtre-là, il a fait, il n'y a aucune foi pour ce pays. Ça, c'est vraiment gros. Je vous laisse sur cette réflexion. On envoie nos sympathies. Et c'est ça. Il va aller où il devait aller. Peace. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir.